Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au phénomène Usul. Alors pourquoi parler d'Usul ? Eh bien tout simplement parce que face à la déferlante de l'extrême droite sur Internet, égalité réconciliation ferait 8 millions de vues, Français de souche 4 millions et demi, et quand on tape n'importe quel mot-clé critique, on tombe face à une avalanche de vidéos d'extrême droite. Alors évidemment, c'est des mots-clés critiques qui sont très problématiques et ça va être un peu l'objet de l'émission aussi de les critiquer. Oligarchie, mondialisation, néolibéralisme, etc., etc. Et face à ça, il semblerait qu'il y ait, alors évidemment, il y a d'autres blogueurs YouTube, mais le seul qui fait des vidéos un petit peu de qualité, il faut le reconnaître, c'est Usul. Et ces vidéos font des centaines de milliers de vues, et c'est pour ça que c'est quand même un phénomène qui peut être intéressant à analyser. Alors pour en discuter, nous sommes avec Sylvain de Zone Subversive. Alors bonjour Sylvain, est-ce que tu peux nous dire du coup comment est-ce que tu parlerais d'Usul, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de faire une émission là-dessus ? Alors je pense qu'effectivement c'est important par rapport à ce que tu as dit de avoir une forme de discours autre par rapport à l'extrême droite et à tout ce qu'on entend sur Internet. Et puis aussi, mine de rien, parce qu'au-delà de cet antifascisme, il y a chez Usul une manière de parler de la politique, de certains enjeux politiques, de société, etc., qui est accessible, qui est compréhensible, qui est aussi qui change du format YouTube classique avec une personne, un homme en général, qui parle face caméra pour déplatérer plus ou moins des conneries. Là, il y a quand même des montages assez créatifs, il y a des extraits de journaux télévisés, de films, d'interventions, etc. Et que sur la forme, c'est assez intéressant. Sur le fond, Usul, mine de rien, c'est celui qui va le plus loin dans la critique de la société, alors du néolibéralisme. Hein, je sais pas, des gens sur YouTube, il n'y a pas vraiment de critique du capitalisme, en tout cas de la société néolibérale, en faisant des critiques parfois pertinentes, parfois avec des limites. On va voir tout ça dans l'émission. Mais en tout cas, oui, il va développer un discours, mine de rien, assez critique, au-delà des lieux communs de la gauche classique, même s'il en fait partie. Il essaie d'avoir une réflexion, une démarche de questionnement par rapport à tous ces enjeux-là. Et l'approche, du coup, est assez intéressante aussi, dans le sens où il part de personnalités, de figures médiatiques ou de sujets d'actualité, qu'il traite de manière assez accessible, compréhensible, également en incluant des extraits de films, de journaux télévisés, de débats, de talk-shows. Ça va d'apostrophe à Laurent Ruquier, avec un rythme assez vivant. Et la manière d'approcher ces sujets politiques me semble extrêmement intéressante, y compris pour contredire le discours de l'extrême droite, qui est aussi très axé. Un des succès de Soral, c'est aussi d'attaquer nommément des gens,
des médias, etc. Et de jouer là-dessus sur un imaginaire de culture populaire, d'un monde ardisson, requis, etc. Et de s'attaquer à des people. Et c'est vrai qu'Usul le fait de manière évidemment beaucoup plus brillante et beaucoup plus intelligente. Mais il reprend un peu cette démarche-là, de parler de BHL, d'Elisabeth Lévy, ou de personnes qu'il aime bien mais qui sont moins connues, pour donner un peu d'incarnation aux idées politiques, et pas uniquement être dans l'abstraction théorique. Ça c'est intéressant effectivement, et ça c'est effectivement on en reparlera tout au long de l'émission, mais c'est vrai que c'est une des faiblesses de l'extrême gauche, c'est de par finalement un refus complètement à mon avis légitime du populisme. Parfois du coup il y a une tendance à finalement à se couper un petit peu des intérêts, disons des personnalités que les gens peuvent connaître, dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Et du coup, c'est là où effectivement les vidéos d'Usul sont intéressantes parce qu'elles réagissent à des sujets d'actualité avec des personnalités connues, notamment la pensée 68. Ça fait écho à à des débats médiatiques entre guillemets. Oui, et c'est vrai que cette démarche-là est assez intéressante. Il explique dans une vidéo qui s'appelle Génération YouTube, où il fait une conférence, il me semble que c'est à l'École normale supérieure, où il décrit un peu sa démarche. Il a fait une interview aussi dans la revue en ligne Ballast, où il décrit un peu cette démarche-là, qui est assez intéressante, qui est effectivement de rupture avec une forme d'élitisme de gauche ou d'extrême gauche, qui a un peu tendance à être dans l'univers théorique, et à ne pas parler de sujets concrets, ou avoir une manière d'aborder les choses qui les rend beaucoup plus complexes alors qu'on pourrait les exprimer de manière extrêmement simple. Et il y a une manière de sélectionner, de choisir, de trier l'information, au-delà du travail de documentation qui semble assez important chez Usul, aussi de sélectionner des extraits qui font sens. Et il y a quand même l'idée de s'adapter aussi aux nouvelles formes de diffusion de l'information, où aujourd'hui on n'est pas forcément uniquement dans une démarche de passivité et de regarder la télé et de zapper et de voir ce qui nous tombe un peu sous la main. Il y a quand même une volonté de rechercher l'information, de soumettre le discours proposé à questionnement, à interrogation, d'indiquer les sources, etc., qui correspond bien un peu, je pense, aux attentes et au format des vidéos. Voilà. Ensuite, en revanche, moi, le petit bémol que je mettrais à ça, et je pense qu'on pourrait y revenir parce que c'est un truc assez central, c'est Usul, à mon avis, oscille entre deux positions. La position de miser sur l'intelligence du public et de partir de phénomènes ou d'événements, y compris de la culture populaire, pour en donner un sens politique. Et puis un aspect assez classique d'éducation populaire, on va dire, d'insister sur la pédagogie et donc de considérer que finalement les gens, il faut leur donner une doctrine et il faut leur diffuser un peu le savoir. Alors c'est particulièrement vrai pour les vidéos qui concernent Friot ou Lordon, en leur disant voilà, ça c'est formidable, il faut lire ça, il faut aller voir ça. Donc il y a un côté aussi un peu directif, mine de rien, mais voilà, ce qui fait aussi que ça permet du débat, des points d'accord ou de désaccord. Et c'est vrai que ça c'est un des aspects aussi qui est assez problématique chez les vidéos d'Usul. Alors moi j'ai essayé de revoir un peu toutes ces vidéos pour cette émission. Et alors le talent d'Usul fait que on est assez passif souvent. Ça incite pas beaucoup à l'esprit critique, mine de rien, parce que le montage est très bien fait. Qu'il y a c'est entraînant quoi. Voilà, c'est entraînant et qu'on a plutôt tendance à se laisser porter. Et qu'il n'y a pas des choses forcément scandaleuses qui sont dites. On sait qu'il est clairement dans cette gauche, dans cette galaxie, on va dire, Archimède, Bourdieu, monde diplomatique. Et là où il y a un problème, c'est que quand on prend des notes et on relève les références des vidéos d'Usul, et alors dans les vidéos d'Usul, il y a des gens qui tiennent des propos, par exemple, sur des talk shows, auquel le commentaire, la voix off d'Usul va s'opposer.
Et puis, inversement, il y a des gens qu'il va mettre en avant, des intellectuels qui font référence et auxquels il donne une espèce de légitimité et qui incite, le vidéaste incite du coup le public à aller voir plus loin et à aller voir ce que disent ces gens-là qu'il montre comme vraiment intéressant. Donc c'est l'aspect subjectif des vidéos. Et là, les gens qu'il montre comme vraiment intéressants, ça devient déjà un peu plus problématique. Parce que sur ces vidéos de gens qu'il présente de manière positive, alors on va y revenir en détail après, mais bon, il y a Étienne Chouard, où c'est assez problématique. Lui-même, d'ailleurs, il va reconnaître que la personnalité d'Étienne Chouard et son ambiguïté politique posent problème. Il y a Frédéric Lordon, auquel il y a eu déjà une émission sur Sortir du capitalisme qui a été déjà bien démolie, un peu l'argumentation de Frédéric Lordon, qui s'inscrit dans une logique, mine de rien, traditionnellement social-démocrate, de régulation de l'économie, d'aménagement de l'exploitation plutôt que de dépassement et de rupture avec la société marchande. Et dans le même style, Bernard Friot aussi, avec son salaire à vie, qui est une forme de réformisme radical, d'aménagement de la société actuelle, mais sans vraiment en finir avec l'État, avec la bureaucratie, ni même avec le travail et l'aliénation du travail. Et ça, évidemment, tout ça, on en a parlé dans une autre émission, dont on invite les gens à aller regarder si d'ici là elle est publiée, parce qu'on ne sait pas dans quel ordre les émissions seront publiées. Voilà, donc là-dessus, Lordon Friot, je pense que je vais pas y revenir. Ensuite, dans les différentes vidéos proposées, donc ça c'est des vidéos spécifiques, il y a du coup des intervenants qui vont légitimer le propos d'Usul, parce que Usul, effectivement, c'est un autodidacte, il n'a pas de diplôme particulier, et donc il y a cette ambiguïté-là, c'est-à-dire qu'il a besoin, à mon avis c'est une erreur, mais il a besoin de s'appuyer sur des autorités intellectuelles, sur des universitaires pour argumenter, pour soutenir son propos. À mon avis, c'est une erreur parce qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur ces gens-là, qu'on peut affirmer des positions politiques tranchées par rapport à des débats qui traversent les luttes sociales et s'appuyer sur des universitaires et des intellectuels, c'est reproduire des formes de hiérarchie traditionnelle, de légitimité du savoir, qui à mon avis, il faudrait abolir. Donc déjà, ça c'est une critique assez importante, mais en plus, parmi les universitaires et les intellectuels, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont très intéressants à l'heure actuelle, donc c'est difficile d'en choisir des pertinents, mais ceux qui choisissent me semblent assez problématiques. Enfin, problématique, ça s'inscrit dans la galaxie du monde diplomatique, d'Acrimed et de tout ça, donc si on s'inscrit dans cette ligne-là, c'est pas problématique, mais pour moi, c'est problématique en raison des aspects réformistes et étatistes de cette galaxie-là, et donc je vais détailler. Sur la vidéo sur BHL, il a fait le choix de faire une première vidéo, de s'attaquer un peu à l'ennemi numéro 1 de la fachosphère, qui est Bernard-Henri Lévy. Alors évidemment, il le critique pas parce qu'il est juif, heureusement, le propos va un peu plus loin que ça, plus parce que c'est le chantre de l'antitotalitarisme et que c'est un intellectuel médiatique. En revanche, il dit, voilà, BHL est sur tous les plateaux télé, jusque-là, on ne peut qu'être d'accord. Est-ce qu'il a de l'influence? Bon, ça c'est contestable, parce que les gens l'écoutent ou s'intéressent à ce qu'il dit, c'est pas forcément évident. En revanche, Usul va dire, il y a des universitaires, des intellectuels auxquels on ne donne pas assez la parole. C'est un peu... c'est le propos des nouveaux chiens de garde. Voilà, aussi. Exactement. De dire, il faut remplacer les universitaires libéraux par des économistes anti-libéraux, donc Frédéric Lordon, entre autres, voilà. Et là, comme expert à qui on ne donne pas la parole, il va citer l'exemple de Jacques Sapir. Ah oui. Donc la vidéo a été faite, alors Jacques Sapir, pour présenter un peu le personnage, c'est un économiste plutôt stalinien dans l'orbite du Parti communiste français, spécialiste de l'économie russe, qui va faire des analyses qui vont... Alors je dois avouer que j'ai pas lu les livres de Jacques Sapir, mais les propos qu'il tient publiquement, c'est plutôt une défense du modèle de l'URSS et de l'économie administrée. Et il est tellement attaché à la Russie et à l'économie administrée qu'il trouve que Poutine aussi c'est formidable, sa manière de virer les oligarques, etc., et sa manière de contrôler l'économie avec une poigne de fer est formidable. Le problème c'est que Poutine ne contrôle pas que l'économie, il contrôle la population aussi. C'est un des angles morts de la pensée étatiste et social-démocrate.
altermondialiste contemporaine. Et surtout, Jacques Sapir, alors, au moment où Usul a fait cette vidéo sur BHL, c'était pas le cas, mais ses positions protectionnistes de défense de l'État-nation pour réguler l'économie, son hostilité à l'Union européenne et sa volonté de sortir de l'euro pour rétablir le franc, va le rapprocher du Front National. Et aujourd'hui, Jacques Sapir est un des soutiens de Marine Le Pen et du Front National. Donc je pense pas que ce soit pertinent de lui donner la parole sur la télé ou ailleurs. Je pense que c'est aussi un cas emblématique qui illustre en fait justement cette sphère de la confusion. On n'a pas encore parlé de confusionnisme, ça viendra peut-être après, mais cette espèce de sphère, disons cette espèce de droite de l'extrême gauche qui en fait est pas si éloignée que ça de la gauche entre guillemets de l'extrême droite, et du coup dans cette passerelle molle, les basculements de l'un à l'autre sont très rapides, très faciles. Et comme entre guillemets le centre de la gravité fait que les gens vont plutôt avoir tendance à aller vers l'extrême droite, cet entre-deux est quand même très très critiquable, et c'est pour ça aussi qu'ici on critique la gauche nationaliste, quoi. Oui, tout à fait. C'est la même défense de l'État. Alors c'est vrai que le Front National à une époque, notamment dans les années 80, était plutôt Reagan, Thatcher, ultralibéral. Aujourd'hui, ils se sont recentrés sur une défense de l'État. La défense de l'État a toujours été à gauche quelque chose d'important. Le Parti communiste français incarne parfaitement ça. Jacques Sapir est issu de cette tradition-là. Et le brouillage des cartes et des clivages idéologiques fait que effectivement il peut y avoir des glissements. Est-ce que c'est vraiment des glissements? Là, il y aurait beaucoup à dire sur le terme de confusionnisme. Moi, je trouve que les positions de Jacques Sapir sont assez claires, au contraire. Oui. On n'est pas dans la confusion. Autant le Front National essaie de brouiller les cartes, autant du côté de la gauche, du nationalisme de gauche, de la gauche étatiste, ils ont toujours été protectionnistes. Ils ont toujours eu un fond de nationalisme, d'invocation de la souveraineté nationale, etc. Disons plutôt qu'on peut les accuser même pas tellement d'être des confusionnistes, dans le sens où ils s'organiseraient consciemment la confusion, disons, dans l'optique d'amener des individus vers l'extrême droite, mais plutôt on peut les accuser par contre de participer de la confusion généralisée, par exemple de commencer à défendre la souveraineté, les frontières, la nation. Là par contre ça peut participer d'une certaine confusion. Oui. Ensuite, pour moi, c'est plus le Front National qui a repris ce discours-là, plutôt que la gauche qui a toujours, mine de rien, tenu ce discours-là. Voilà. Oui, non, tu as raison. Mais c'est vrai que il y a eu la période de l'altermondialisme, par exemple, où il y a eu des tentatives de se démarquer justement du côté un peu franchouillard, etc., qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et bon, ça revient aux autres références qui sont invoquées dans la vidéo de Chouard, notamment François Ruffin. Puisque la vidéo de Chouard, ça consiste pour Usul à dire Chouard il est pas si mal, etc. Et il invoque comme référence positive un article de François Ruffin pour défendre Étienne Chouard. Voilà, donc François Ruffin aussi figure du gauchisme version Nuit debout et en tout cas de sa version médiatique, de son film Merci Patron, de sa lutte un peu contre les délocalisations, qui a été le grand combat de cette gauche-là. Voilà, donc l'idée d'un capitalisme national serait mieux qu'un capitalisme international, ce qui est assez problématique. Et qui est un personnage très discutable pour... voilà, il instrumentalise des prolétaires pour faire sa promotion dans le film Merci Patron, puisqu'il va utiliser un couple qui s'est fait virer pour aussi promouvoir, et dans une forme un petit peu de je suis un bon gars, je vais vous aider, et où il y a une espèce de voilà, c'est un peu la critique qu'on lui a fait sur le fait que c'est un peu la petite bourgeoisie intellectuelle qui en même temps fantasme sur le peuple de camping, par exemple. Il a fait l'apologie de camping, ce qui l'amène notamment à des positions qui pour le coup sont antiféministes notamment, et bon, il n'y a pas que cette problématique dans François Ruffin, mais notamment c'est un des problèmes. Et d'ailleurs il a publié un livre en 2014 aux éditions Fakir, qui est un peu une critique du Front National sur le fait qu'ils sont libéraux et qui défendent les actionnaires, ce qui est
évidemment ce qui est en partie ce qui est vrai, mais je pense pas que la critique du Front National s'arrête au fait que c'est des libéraux. Il y a aussi le fait que ce sont des promoteurs du capitalisme national, et ils jouent au moins au niveau de la rhétorique sur aussi des gens que va plaindre François Ruffin, les petits patrons, les pauvres petits patrons, etc., etc. Oui, tout à fait. Sur le film de François Ruffin, je pense que moi, ça me fait penser à la démarche de François Ruffin qui est très marxiste-léniniste dans le sens où c'est le réalisateur qui dirige traditionnellement, même enfin, pas qui manipule, mais en gros qui coach les ouvriers, le bon peuple, avec un certain mépris de classe, effectivement. Assimiler le prolétariat à Camping, à Franck Dubox, ça frise le mépris de classe assez scandaleux. Et c'est une démarche qui est assez différente, par exemple, des groupes Medvedkin dans les années 70, où c'était les ouvriers eux-mêmes déjà qui étaient en lutte, qui n'avaient pas besoin de François Ruffin pour se mettre en lutte et qui n'avaient pas besoin de gens déguisés en perruque et autres pour lutter, et qui prenaient eux-mêmes la caméra, et voilà. Et les cinéastes de l'époque soutenaient ces démarches-là, que ce soit les ouvriers qui contrôlent le discours sur leur propre lutte. Ça me semble beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dans le sens de l'autonomie des luttes que François Ruffin qui instrumentalise les luttes plus qu'il ne les provoque, qui fait des espèces de trucs un peu artificiels pour se mettre en scène et pour se mettre en valeur, ce qui est effectivement assez gênant. Alors, autre personnalité gênante, bon, il y a une vidéo sur lui, mais il cite notamment Lordon, qui va pas soutenir Chouard ouvertement, mais qui va dénoncer le discours anti-complotiste. Il a fait un article fameux dans le Monde diplomatique, où il a dit tous ces gens qui voient des complots partout, c'est pas bon. Voilà. Je pense qu'on va pas dénoncer le complotisme, voilà, mais en tant que tel. En revanche, le rejet de l'analyse des classes, de l'analyse de la société en termes de classe sociale, fait qu'il y a une vision et de structure sociale aussi, et de structure sociale et de rapports sociaux de domination, fait qu'il y a une vision de complot, des 1% contre les 99%, de l'oligarchie, etc. Et que Lordon porte parfaitement ce discours-là, Étienne Chouard aussi, et toute cette galaxie porte un peu ce discours contre les élites, puisque le terme aussi est repris par l'extrême droite, à travers le monde d'ailleurs. C'est ça, c'est l'idée qu'il y a un groupe d'individus malfaisants qui sont, c'est ce groupe d'individus malfaisants finalement qui font problème, et non pas les structures qui font qu'ils ont aussi ce pouvoir. Donc finalement, plutôt que de remettre en cause l'État, le capitalisme, le patriarcat, on va s'attaquer. Alors pour le coup, le patriarcat, il s'en fiche. Mais on va. Usul, quand même, je précise. Lordon peut-être n'en parle pas, Usul en parle un peu. D'accord. Et du coup, on va plutôt que de faire une analyse structurelle qui critique des structures sociales et des rapports sociaux, on va plutôt s'attaquer à des individus ou des groupes d'individus. Or, on sait malheureusement que c'est aussi la méthodologie, si on peut parler de méthodologie, de l'extrême droite. Même si simplement on va désigner, et parfois le problème c'est que parfois on va désigner le même groupe avec un autre nom, c'est-à-dire parfois on va parler de juifs, parfois on va parler de Goldman Sachs qui domine le monde. Et c'est vrai que non seulement en termes d'analyse c'est très pauvre, mais en plus ça ouvre pas vers des horizons émancipateurs. Hein. Alors pour parachever un peu l'analyse qui va dans ce sens, l'autre personne de moralité publique pour défendre Étienne Chouard et cette analyse de l'oligarchie, ce n'est autre qu'Annie Lacroix-Ruiz et son expression de gouvernement des banques. Donc Annie Lacroix-Ruiz aussi, comme Jacques Sapir, c'est un peu la filiation stalinienne dure. Hein. Ah là, je pense, un niveau très très dur pour le coup. Voilà, donc Annie Lacroix-Ruiz qui est citée à une autre occasion, voilà, qui est une des références d'Usul, voilà, entre autres, avec son expression du gouvernement des banques, c'est la fameuse, bon, ça reprend aussi, voilà, ce qu'on a dit précédemment sur l'oligarchie d'un groupe lié à la finance. Alors derrière la finance, le mur de l'argent, si on est indulgent, on y voit un discours un peu maladroit pour dessiner une classe sociale qui est la bourgeoisie, qui est le patronat. Si on est un peu de mauvaise humeur, on peut dire que derrière la finance, ça peut viser un peu les juifs et que
l'expression de gouvernement des banques, historiquement, n'est pas forcément très heureuse et pas forcément très pertinente à employer. Mais bon, oui, ça s'inscrit dans cette tradition stalinienne classique. Mais justement, pour revenir sur Annie Lacroix, je pense que c'est important quand même de parler d'elle, surtout que du coup elle est citée 2 fois dans les vidéos d'Usul. C'est effectivement c'est une historienne stalinienne dure qui en histoire a promu l'idée que en fait globalement qui a essayé d'appliquer disons à l'histoire contemporaine globalement c'est une démarche qui se veut scientifique parce qu'elle a aussi des travaux historiens. Et globalement, c'est le discours du PCF dans les années 30, c'est les 200 familles. C'est et alors du coup, ce qui est assez bizarre avec Annie Lacroix, c'est qu'on a un peu les 2 éléments dont tu venais de parler. C'est-à-dire, à la fois, on a cette identification d'une espèce de groupe maléfique qui voilà, qui est un peu la franc-maçonnerie, qui est un peu les juifs, mais voilà. Donc quelque chose qui est très compatible avec l'extrême droite. Et d'ailleurs, Annie Lacroix a fait des conférences chez Serge Ayoub. Voilà. Donc voilà. Et d'autre part, elle est aussi sur une version stalinienne dure, c'est-à-dire qu'elle identifie la bourgeoisie, mais elle, c'est quoi son projet? C'est on élimine physiquement la bourgeoisie et on instaure une dictature stalinienne. Ouais, c'est assez cohérent avec le stalinisme. Et c'est vrai que sur cette vidéo d'Étienne Chouard, bon, on pourra peut-être y revenir après, mais Usul a fait un rectificatif en disant j'aurais pas pu soutenir Étienne Chouard, etc. En revanche, il a fait un rectificatif sur la personne d'Étienne Chouard, mais pas sur les différentes personnalités qu'il a introduites dans son film pour soutenir cette théorie d'Étienne Chouard qui sont tout aussi problématiques. Parfois, les personnes que cite Étienne Chouard, effectivement, sont parfois encore plus problématiques que lui, parce qu'il peut citer parfois des négationnistes, etc., etc. On y reviendra un peu plus tard, du coup. Et du coup, quelles sont encore les personnalités, du coup, qui citent positivement et qui sont problématiques? Alors, dans la catégorie, il y a beaucoup de sociologues. Usul aime bien la sociologie. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est un peu dans cette galaxie Bourdieu, etc., Archimède qui se réfère beaucoup à la sociologie de Bourdieu. Alors les sociologues, évidemment, ils vont être beaucoup cités dans la pensée 68, et ces sociologues, ce sont des universitaires, alors soit un peu la fausse extrême gauche, c'est-à-dire une extrême gauche aussi étatiste réformiste, soit clairement social-libéral, comme Piketty, par exemple, qui est un économiste social-libéral, qui a été conseiller du PS à l'époque de Lionel Jospin, donc qui n'est pas vraiment dans la galaxie même de l'extrême gauche, type Acrimène, au monde diplomatique, c'est plutôt même plus à droite que ça. Et je pense qu'il le cite dans une approche un peu trotskisante, on va dire, de dire, bon, vous voyez, même ce type, Thomas Piketty, économiste reconnu, quasi prix Nobel, etc., même lui, ils disent que dans le capitalisme, il y a des choses qui sont problématiques, donc si un type aussi droitier dit des choses pareilles, ça prouve bien qu'on a raison. Moi, je pense qu'on peut critiquer le capitalisme sans s'appuyer sur Thomas Piketty, qu'on n'a pas besoin même de la légitimité d'un type comme Thomas Piketty pour critiquer le capitalisme, et que, alors je dois avouer que j'ai pas lu son bouquin, mais des interventions télévisées qu'il a faites, il n'y a rien d'intéressant ni d'original qui en sort. Il n'y a aucune pensée Piketty. Je serais bien capable, à part de dire que les gens qui accumulent le patrimoine sont plus riches que les gens qui n'ont aucun patrimoine, ce qui me semble relever de l'évidence et du bon sens. C'est ça. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de théorie fulgurante quand on dit le Piketty, c'est le Karl Marx, il a fait l'équivalent du Capital pour le 21e siècle. Ça me semble plus de l'esbrouffe médiatique que quelque chose de sérieux. Ou alors, c'est vraiment faire du Capital un bien mauvais ouvrage. Une espèce d'ouvrage de statistiques où globalement on montre que les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Voilà. Extraordinaire. C'est un peu ça. Alors, et il faut faire une réforme fiscale. Voilà. Et oui. Tout ira mieux. Oui, tout à fait. Ça, c'est le grand projet de Piketty. C'est une espèce de social-démocratie édentée, dans le sens d'une social-démocratie qui n'a plus les moyens de faire sa politique. C'est la politique des 30 glorieuses où l'État redistribuait les richesses à travers l'impôt. Et on s'aperçoit que les gouvernements comme Syriza, qui arrivent avec un programme similaire, n'ont pas les moyens de faire ce type de mesure, qui est plus une mesure en période de prospérité économique qu'une mesure en temps de crise.
Ensuite, on peut parler de différents personnages qui sont des sociologues, notamment dans la pensée 68, il y a beaucoup de références à la sociologie, puisque c'est le thème de la vidéo, et les sociologues sont assez problématiques. Bon, il y a Luc Boltanski qui est pas trop problématique, dans le sens où c'est quelqu'un qui a critiqué Michéa dans Le Monde, notamment, qui a critiqué un peu la dérive réactionnaire d'une certaine gauche, donc qui est assez intéressant là-dessus. En revanche, l'extrait cité par Usul et mis dans sa vidéo, bon, est assez catastrophique dans le sens où c'est Luc Boltanski qui lit le texte d'une conférence, voilà. Usul en convient lui-même, puisqu'il dit Boltanski qui lit un texte, c'est pas hyper glam. Et effectivement, Boltanski, il lit un espèce de texte totalement jargonnant sur la sociologie, bon, qu'Usul essaie de traduire dans des termes beaucoup plus accessibles, mais c'est en gros, c'est la vieille idée de Bourdieu et de Passeron, donc les deux sociologues des années 60, qui vont... leur objectif va être de renforcer la légitimité de la sociologie et de faire en sorte que la sociologie devienne une science sociale, avec tous les attributs de la scientificité, de l'autorité scientifique, etc. Et de se cacher un peu derrière une forme d'objectivité, de dire finalement les sociologues ont raison de par leur démarche, etc. Et à mon sens, bon, on pourra en parler à propos de la vidéo 68, mais c'est vrai que ça peut dépolitiser les choses. Et la référence à un sociologue, même si c'est pas le plus problématique, est problématique en soi, à mon sens. Et bon, ensuite, les autres sociologues qui sont cités sont encore plus problématiques, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Todd, bon, au sujet de son livre Je suis Charlie, qui est pas, là aussi, il n'y a pas de grandes innovations théoriques. La partie pamphlétaire du conformisme des manifs de Charlie est intéressante, son étude sociologique n'est pas forcément convaincante. Emmanuel Todd, c'est là aussi une personnalité assez problématique. Très glissante. Très glissante, grand ami de François Ruffin, dernièrement, parce qu'avant c'était plutôt un ami de Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, qui est un vieil homme politique, qui était un grand théoricien de la souveraineté nationale, un grand théoricien du protectionnisme, dont beaucoup d'ailleurs d'anciens chevènementistes sont passés au Front National, ouais, comme Florian Philippot. Tout à fait. Et on peut dire c'est un accident, beaucoup de chevènementistes me disent mais Philippot n'y a pas 50 ans, c'était pas un chevènementiste pur et dur. La réalité c'est que la campagne de chevènement en 2002, c'était de dire on veut réconcilier les républicains des deux rives, c'est-à-dire à la fois les républicains gaullistes étatistes et les communistes étatistes autour d'un projet de la défense de l'État-nation. Et très sécuritaire d'ailleurs, très répressif. Bon, Chevènement, je pense que il aime pas trop la racaille comme il l'appelle. Par ailleurs, ministre de l'Intérieur à une époque, effectivement, les sauvageons, c'était pas la racaille, c'était les sauvageons. Pardon. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Todd, alors, a lui rompu avec une partie de ses amis de chevènementisme, notamment le journal Marianne, qui est le magazine Marianne qui portait un peu ces idées-là, sur la question du racisme et de la détestation des immigrés. Il n'empêche qu'il reste chez Emmanuel Todd quand même le socle chevènementiste d'un État-nation. Il n'est pas du tout révolutionnaire. Hein. Il appelait même à un hollandisme révolutionnaire avant les élections de 2012, à voter François Hollande pour changer la société. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter. Oui, non, je pense pas non plus. Voilà. Donc, personnage assez ambigu, qui favorise pas la clarification politique et qui a tendance à manger à tous les râteliers. Exactement. Et dernier autre sociologue, alors c'est les Pinson-Charlot, Monique Pinson-Charlot notamment, avec dans l'extrait une intervention chez Laurent Ruquier et un débat avec Natacha Polony. Bon, évidemment, heureusement, Usul se place beaucoup plus du côté de Monique Pinson-Charlot. Alors l'extrait, ce que dit Monique Pinson-Charlot, c'est une espèce d'analyse critique du système judiciaire, donc qui n'est pas problématique en soi. En revanche, la figure de Monique Pinson-Charlot et de ce couple de sociologues qui analysent uniquement les hyper riches est assez problématique, puisque ça reprend là aussi le discours des 1% contre les 99%, où le problème pour les Pinson-Charlot, c'est l'hyper haute bourgeoisie, en gros les bourgeois de Neuilly. Parce qu'avant on appelait la grande bourgeoisie.
la grande bourgeoisie, la haute bourgeoisie, effectivement, les héritiers, les gens qui vivent dans des châteaux, etc. Et je pense que la stratification de la société se limite pas à d'un côté une hyper-bourgeoisie et de l'autre côté le peuple. C'est ça. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, que les classifications sociales est beaucoup plus complexe, que là aussi c'est un discours qui est beaucoup porté par des universitaires, parce que les universitaires appartiennent à une classe sociale qui est la petite bourgeoisie intellectuelle, L'encadrement. la classe d'encadrement, voilà. Et l'idée de dire, voilà, les hyper riches contre le peuple, ça permet de gommer un peu le rôle que peuvent avoir la classe d'encadrement. C'est une idée de Lordon aussi, qui parle, voilà, l'alliance entre les cadres et les salariés, les pauvres cadres qui souffrent. Et c'est aussi une idée d'ailleurs qu'on retrouve chez Friot. C'est un peu une idée un peu générale de toute cette soupe. C'est l'idée que en fait la seule classe qui est problématique, c'est finalement la grande bourgeoisie, mais que l'encadrement étatique, que la petite bourgeoisie, même le petit capitaliste du coin qui emploie 500, 100, 200 salariés, c'est du bon capital. Et ce qui fait que effectivement, pour avoir suivi un petit peu l'évolution des Pinson Charlot, ils sont passés d'une vision un peu marxiste où bon, disons le petit capitaliste, ça restait un capitaliste, à une espèce de nostalgie des 30 glorieuses avec les bons patrons qui s'occupaient bien de leurs salariés, voilà, qui produisaient de la vraie valeur, de la vraie marchandise. Et maintenant, c'est ce qu'ils expliquent un peu dans leur ouvrage La violence des riches. Voilà, ce qui est le problème, c'est les riches. C'est pas la société de classe, c'est les riches. C'est pas le capitalisme. Et où ils font voilà un peu l'apologie du bon patron, voilà, qui s'occupe de ses salariés et tout ça, contre le mauvais patron qui est voilà spéculatif. Et on retombe dans des oppositions pourraves entre le capital productif et le capital spéculatif, qui sont aussi des trucs assez glissants, qui sont populistes, qui sont parfaitement compatibles avec l'extrême droite. Et voilà, du coup, il y a une espèce de... Et ce qui fait que, en fait, pour le dire très clairement, leur conceptualisation vire petit à petit d'une critique de la classe capitaliste. Bon, ça devait peut-être dans leurs tout premiers travaux, ou c'était ce qu'ils pensaient en privé. Critique de la grande bourgeoisie. Et là, maintenant, c'est carrément, ils parlent maintenant d'oligarchie, de riches. Alors là, pour le coup, symbolisant complètement, on va en parler un peu plus tard, mais cette espèce de transformation de la gauche à une nouvelle rhétorique en termes de peuple, et une rhétorique qui, pour le coup, est déjà qui est pourrave et en plus qui est glissante, quoi. Oui, ça me fait songer que une incarnation du peuple d'aujourd'hui, quelqu'un qui est porte-parole du peuple, c'est François Hollande, puisque un débat télévisé, à un moment donné, il avait dit « Je n'aime pas les riches ». Et que dans sa campagne électorale, il a dit « Mon ennemi, c'est la finance », ce qui pourrait être à peu près le credo de toute cette gauche du capital. Sauf que eux, ils sont vraiment contre la finance. Oui. C'est ça. C'est vrai que François Hollande n'a pas vraiment donné des gages de combativité face à la finance. C'est vrai que même la taxe Tobin, ça allait trop loin pour lui. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est un peu cette pensée, oui, de fausse radicalité, de fausse contestation. C'est ça. Ensuite, il évoque évidemment Pablo Iglesias, le chef de Podemos, donc c'est un peu toute cette même galaxie. Voilà. Et puis il y a une galaxie un peu différente qui va venir s'immiscer dans les vidéos d'Usul. Donc on a parlé des Ruffin, d'Emmanuel Todd, un peu le côté républicanisme franchouillard. Et puis en même temps, il y aura des gens du Parti des indigènes de la République qui vont être présents dans les vidéos sur Besançon, sur Elisabeth Lévy, et la dernière vidéo sur les flics. Où voilà, le discours, l'analyse en termes de race va aussi être valorisé. Jusqu'à même, là c'est la caricature, dans la vidéo d'Elisabeth Lévy, alors il s'en est mordu les doigts par la suite, mais il y a même Farida Belgoul, qui est une des initiatrices de la marche contre le racisme et pour l'égalité de 1983, qui est proche de cette galaxie de la gauche, qui est
à l'Union des étudiants communistes, dans les années 80, au début des années 80, qui ensuite va se rapprocher d'une extrême gauche, et va être une des personnes qui va, avant le Parti des indigènes de la République, développer les analyses en termes de race. Elle va collaborer à un ouvrage qui s'appelle Race rebelle, édité aux éditions Sileps. Et il se trouve que Farida Belgoul a glissé vers égalité et réconciliation. Et chose d'autant plus problématique que dans la vidéo d'Elisabeth Lévy, c'est indiqué, donc et c'est pas juste une erreur. Usul est très bien au courant que Farida Belgoul est une militante d'extrême droite néo-fasciste. Et ça n'empêche pas de la citer, même si dans ce qu'elle dit comme les propos, bon, c'est à propos de la marche pour l'égalité que le Parti socialiste a trahi avec SOS Racisme. C'est une analyse un peu simpliste, mais bon, il n'y a rien de raciste là-dedans. Bon, c'est une analyse de gauche traditionnelle. En revanche, je pense qu'on peut trouver d'autres personnages pour faire une analyse des luttes de l'immigration, de leur histoire, de leurs limites, de la récupération du Parti socialiste. Il y a suffisamment de personnes qui ont participé à cette histoire-là, même si c'est pas des gens très connus, pour éviter de citer Farida Belgoul. Voilà. Donc il y a effectivement ça c'est. Il n'y a pas assez de précautions en fait. Voilà, il n'y a pas assez de précautions dans les gens cités comme référence. Je trouve que ça c'est un grand bémol d'Usul en général pour toutes les vidéos. Alors maintenant on peut passer vers l'analyse un peu plus en détail sur les vidéos. Alors Étienne Chouard, on en a déjà un peu parlé à travers les différentes personnalités qui étaient citées pour le défendre. Alors, il a décidé d'attaquer la vidéo sur Étienne Chouard sous un angle qui est effectivement assez casse-gueule. Et je pense qu'il s'est bien ramassé. Il a fait une vidéo, un post sur Facebook pour dire qu'effectivement, c'était pas forcément très malin. En disant, Étienne Chouard, il a des liens avec l'extrême droite, mais bon, il y a quand même, on peut l'excuser, voilà, c'est pas un vrai fasciste, etc., etc. Ensuite, Usul, justement, se préoccupe d'une critique de l'extrême droite aussi en disant qu'effectivement, sur la question du racisme et de la défense du patriarcat, de l'encadrement des femmes, Étienne Chouard est pas du tout clair là-dessus. Et que c'était deux excellentes raisons pour rompre avec lui. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Voilà. En revanche, il ne remet pas en cause Étienne Chouard sur d'autres aspects, notamment sur l'aspect de la critique de l'oligarchie. Alors Étienne Chouard, c'est quelqu'un qui s'est politisé en 2005, au moment de la Constitution européenne. Il y avait ces débats sur Internet. Voilà, de décortiquer la Constitution, mais c'est devenu une espèce de figure construite un peu par Internet, qui est assez révélatrice aussi de cette pensée contemporaine où, en l'absence de lutte sociale, il n'y avait pas... voilà, en l'absence de lutte sociale, on se politise de plus en plus sur Internet, déconnecté, des blogs, des vidéos, blogs, voilà. Et qu'Étienne Chouard, c'est un peu le syndrome de ça. Et malheureusement, effectivement, sur Internet, l'extrême droite est beaucoup plus importante et visible, donc si on cherche à se politiser uniquement sur Internet, on tombe sur beaucoup de choses d'extrême droite. Bon. Et dans le discours d'Étienne Chouard, alors j'ai noté plusieurs fois, il dit voilà, ils font ci, ils font ça, etc. Et derrière ce c'est les banques, c'est la finance, c'est un ennemi un peu nébuleux, un peu obscur et qui rejoint ce que tu disais par rapport à Annie Lacroix-Russe, c'est-à-dire on ne sait pas très bien qui c'est derrière ce il. D'ailleurs, Chouard défend Annie Lacroix. Donc... Oui, tout à fait. Et Annie Lacroix-Russe défend Chouard, donc on est en bonne compagnie. C'est ça. Le problème de Chouard aussi, c'est alors on pourrait dire, ah oui, Chouard, à un moment donné, Usul le dit, il dit quand même, j'aime bien les gens qui réfléchissent et qui bousculent les idées reçues, qui vont contre la doxa, c'est ce qui semble aller de soi. Chouard, il a un petit côté anard, un petit côté libertaire, parce qu'il critique la démocratie. Bon, à part qu'il est un peu naïf, mais bon, quand même, c'est un côté libertaire chez Chouard. Il critique la démocratie, alors. Là, on tombe sur le cul, là, je pense. Là, effectivement, c'est un peu, je sais pas qui est le plus naïf de Chouard ou d'Usul. Mais Chouard ne critique absolument pas la démocratie représentative. Il critique la corruption des élus. Ce qui lui pose problème, c'est pas qu'il y ait des élus. Le problème, c'est que les élus sont corrompus. Donc, quand on est libertaire, communiste libertaire, anarchiste, peu importe, on critique la classe dirigeante, le fait qu'il y ait des dirigeants et des dirigés. Le fait qu'il y ait
qu'il y ait des élus, qu'il y ait des représentants qui décident à la place de l'immense majorité de la population. Même qu'il y ait un État d'ailleurs. Et même qu'il y ait un État. Et Schor ne critique pas du tout ça. Il dit les élus qui n'est pas le problème, le moment qu'ils sont tirés au sort, du moment qu'ils sont pas corrompus, qu'ils prennent pas dans la caisse, etc. Voilà, avec ce côté un peu dans un climat d'affaires politico-financières. Voilà. Les députés gaullistes, c'était quand même chouette. Voilà, les députés gaullistes, De Gaulle payait ses fractures d'électricité et de chauffage, comme chacun sait. Comme disait ma grand-mère. Voilà. Donc c'est un élu quand même qui était pas corrompu, donc qui était très bien. Ouais, effectivement, il y a cet aspect-là qui est il y a une fascination générale pour De Gaulle dans toute cette mouvance glissante. Alors que bon, quand on connaît un peu l'histoire de France, on sait quand même que De Gaulle, je veux dire, c'est à la fois l'incarnation du patriarcat, l'incarnation de la répression coloniale, l'incarnation de la répression de mai 68, des grèves ouvrières, un défenseur du capitalisme et de la société de classe. On peut difficilement lui trouver des vertus, quoi. C'est un modèle classique des vieilles hiérarchies. De Gaulle étant militaire, c'est ça. Qui aimait bien d'ailleurs faire des conférences habillées en général, ce qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, on verrait ça à la télé, je pense qu'on créerait à la dictature très facilement, et qui était très respectueux des vieilles hiérarchies traditionnelles, donc patriarcales, etc. Et mai 68 a été fait un peu contre cette société-là. Mais il y a effectivement, chez toute cette mouvance, notamment François Ruffin, même Frédéric Lordon, de référence au vieux pacte gaulo-communiste de 1945, du CNR, du programme... Annie Lacroix, c'est la même chose. Annie Lacroix, Conseil national de la résistance. Voilà. Dont Marine Le Pen se réclame. Voilà, que des gens recommandables. Que des gens recommandables. Et effectivement, d'un projet d'étatisation de la société, de valorisation de l'administration, des services publics, etc. Et d'une absence de critique de l'État, d'une absence de critique de la République en tant que telle, même si Usul, dans ses dernières vidéos, va être un peu plus critique par rapport au modèle républicain. Dans la vidéo sur Chouard, c'est pas du tout le cas. C'est au contraire... Il y a eu une petite évolution, du coup, là-dessus. Il y a eu une évolution, heureusement, positive. Oui. Et heureusement que Usul évolue... Cette dernière vidéo est meilleure que les précédentes. Voilà. Sur ce plan-là, en tout cas, ouais, c'est pas l'apologie du républicanisme. Et chez son attachement à Étienne Chouard, il y a quand même la défense de ce modèle républicain. Il y a un peu la critique des médias aussi, qui est une passerelle qu'Usul aime bien taper sur les médias, à juste titre d'ailleurs. Et la fachosphère aussi tape beaucoup sur les médias. Évidemment, pas pour les mêmes raisons, pas sous les mêmes angles d'attaque. Mais l'idée que... Et d'ailleurs, on peut être que d'accord sur les médias qui sont déjà détenus par... qui sont des entreprises, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ce sont des entreprises qui doivent faire du profit, qui sont des hiérarchies avec un rédacteur en chef et des journalistes qui obéissent, et qui sont pris dans une logique de buzz, de crétinisation, etc. Il n'empêche que la critique des médias, chez Étienne Chouard et dans la fachosphère... Alors déjà, elle est assez limitée parce que la télévision russe ou iranienne, par contre, est une source officielle valable. Tout à fait. C'est une critique des médias, mais uniquement des médias qui disent le contraire de ce qu'ils disent. Mais par contre, la télévision iranienne, Russia Today, pour Étienne Chouard, c'est une source tout à fait légitime. Alors, il y a cette idée, effectivement, on est anti-système et on est dans la dissidence. Aujourd'hui, tout le monde est anti-système. On peut être président des États-Unis et être anti-système, c'est assez formidable. Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est merveilleux quand même. On peut être millionnaire et faire des quenelles pour s'opposer au système. Et c'est vrai que c'est une esbrouffe totale de cette posture anti-système. On ne sait même pas ce qu'est le système. C'est pas le capitalisme, c'est pas l'État. C'est le système, on ne sait pas exactement lequel. C'est les francs-maçons, les juifs et les gauchistes. Voilà. Je pense que globalement, c'est ça qui tient le monde aujourd'hui. C'est ça, le fameux complot judéo-bolchevique. Et maintenant, et LGBTique maintenant. LGBTique, c'est vrai. C'est les homosexuels qui contrôlent le monde comme chacun. C'est ça. Comme chacun sait. On l'apprend à nos auditeurs qui ne le savaient pas. Voilà. Donc effectivement, c'est une pensée de l'oligarchie. Bon, ensuite, je précise immédiatement, j'ai dit un peu au début, Usul quand même s'est mordu les doigts d'avoir fait cette vidéo, l'a quand même laissé en ligne, a fait des commentaires, bon. Mais elle est toujours pas retirée. Elle est toujours pas retirée, effectivement.
le problème, bon, ça peut montrer effectivement l'évolution d'une pensée, et dans ce sens-là, c'est positif. Le problème, c'est qu'effectivement, il défend pas uniquement Usul parce que c'est un type qui est avec l'extrême droite, mais parce que ça correspond à une galaxie intellectuelle républicaine de lutte contre l'oligarchie, en gros, de néo-altermondialisme et de souverainisme national. Voilà. Et donc, c'est un côté, déjà en soi, c'est déjà assez glissant. Alors que pourtant, Chouard, on peut le considérer vraiment. On va consacrer une émission prochainement à Étienne Chouard, donc on revient pas trop dessus. Mais Étienne Chouard, lui, pour le coup, si on parle de confusionnisme, lui, c'est le summum de la confusion, puisque les antiracistes sont des racistes. Les féministes sont sexistes parce qu'elles discriminent les pauvres mâles dominants comme Alain Soral et Éric Zemmour. On est vraiment dans la confusion, dans l'inversion des mots. La bourgeoisie libérale devient fasciste et les fascistes deviennent antifascistes. On est vraiment dans une espèce de confusion généralisée et effectivement le fait que Usul se soit intéressé à un moment à Chouard, c'est critiquable, mais bon, aujourd'hui c'est plutôt un révélateur, un symptôme qu'aujourd'hui beaucoup de gens qui se politisent par internet, à un moment vont trouver sur Étienne Chouard, et c'est très consensuel Étienne Chouard. Parce que finalement ça remet en cause quelques centaines de milliers, quelques millions de personnes dans le monde qui ont l'air maléfiques et qu'on croise pas tous les jours dans la rue, donc c'est parfait. Alors qu'effectivement, quand on est dans une analyse de classe, dans une critique du patriarcat, du racisme, et même dans une critique des structures de domination impersonnelle que sont l'État, le marché et tout ça, là pour le coup c'est un peu plus lourd, et en général c'est pas par ça qu'on commence, quoi. Oui, alors Étienne Chouard, déjà, je voudrais dire que c'est assez effectivement une politisation qui est faite dans l'ignorance de l'histoire des luttes et des traditions libertaires, parce qu'effectivement, quand on s'intéresse un peu, que ce soit aux soviets en Russie, aux communes libertaires en Espagne, on va pas chercher des fariboles comme le tirage au sort pour dénoncer la corruption des élus. Ensuite, Étienne Chouard, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il flirte avec le fascisme par naïveté ou est-ce que c'est vraiment conscient? Moi, je pense que c'est la seule question à se poser. J'ai pas de réponse d'ailleurs. On essaiera d'y répondre dans une autre émission, du coup. C'est une vraie question, effectivement. C'est toujours la question, est-ce que les gens comme Étienne Chouard sont des confusionnistes ou des confus? Voilà. Mais disons que ça fait quand même 10 ans qu'il est sur sa ligne, donc on peut légitimement, je pense, statuer quand même que c'est pas que un grand naïf, quoi. C'est aussi quelqu'un qui défend ses intérêts de classe, enfin voilà, qui est un peu personnifié, enfin qui théorise sa propre position dans la société, c'est-à-dire qu'il va pas critiquer la société de classe parce qu'il est relativement bien, il va pas critiquer le patriarcat parce qu'il s'en tire relativement bien, et il va pas critiquer le racisme parce qu'il s'en tire relativement bien. Oui, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de problèmes dans la vie, Étienne Chouard. C'est ça, voilà. On peut le reconnaître. À part la corruption des élus, c'est vrai que... C'est ça, voilà. Alors avant une deuxième partie où on parlera des autres vidéos d'Usul, on va écouter un petit extrait de ce qui peut être fait aussi en matière de vidéos créatives. François Fillon contre le travail par Jérémy V. Non, dans les propositions que faisait Jean-François Copé, il y en a une sur laquelle j'aimerais rebondir. Il y a plusieurs projets qui sont proposés. Il y a cours d'origami, de zumba, de capoeira, de ce que vous voulez. Combien d'heures par semaine? 2 heures par semaine. Non, à tout à l'heure. Non, c'est pas exprimé. Je voudrais François Fillon reprendre la parole. François Fillon, s'il vous plaît. François Fillon ne s'est pas exprimé sur ces questions. Allez-y, François Fillon. Vous avez une proposition, François Fillon? J'ai toujours dit la vérité aux Français. Contrairement à d'autres candidats, il faut en finir avec une augmentation du temps de travail. Le moment est venu de dire stop. Il faut en finir avec la liberté de travailler. C'est de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. C'est une conception qui est une conception en termes de spectacle, qui est empreinte d'idéologie et qui doit être combattue. Et il est temps, évidemment, d'en changer. Il y a un scandale en ce moment. Je sais que ça déplaît ici quand on dit cela. Une augmentation du temps de travail, ça ne marche pas. Et tous les discours qui consistent à essayer de boucher les trous, mettre des rustines, chercher des solutions de secours, n'aboutiront à rien du tout.
Et c'est la raison pour laquelle je propose un projet qui est un projet radical d'une révolution. C'est à partir de là qu'on peut faire renaître l'espoir, et ça sera ma priorité, c'est fermer progressivement toutes les centrales du capital. Nicolas Sarkozy, votre conclusion. Sarkozy. Il a raison. Je dis pourquoi pas. Il ne dit pas que des bêtises. D'abord, je veux dire que le devoir de travailler, je suis contre. On n'en a pas besoin. Il faut un peu de raison. Donc, le travail doit être supprimé. Et enfin, en style télégraphique, en m'excusant, il ne peut pas y avoir d'augmentation du temps de travail. Il est peut-être temps de mettre un terme à cela, ou alors on n'est plus des humanistes. Si c'est ça la modernité. Jean-François Copé. Je fais exactement la même proposition. Je m'oppose à toute augmentation. Je ne peux plus supporter, comme vous tous d'ailleurs, ce qui est une fiction qui en réalité n'est pas la réalité. Et moi je pense qu'il faut absolument que la priorité aujourd'hui, c'est la destruction du système. Et d'ailleurs je crois que François l'a dit, il faut donc évidemment tout bloquer. C'est ça qui fera la différence. Je voudrais rappeler juste une chose. Le libre-échange, c'est bien gentil, mais sortons de la naïveté. Il y a des millions de Françaises et de Français qui n'ont rien demandé à personne, qui travaillent toute la semaine. Et la vérité par rapport à tout cela, c'est que vous avez des dommages collatéraux dramatiques. Entre les drogues, la déprime, un danger de marchandisation accélérée des relations sociales. On ne peut pas continuer comme ça. Non, mais ça, vous êtes tous d'accord. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne permet plus d'épanouir son talent. Mais on vit une transformation complète et on n'a plus envie forcément de travailler. On est en train de vivre une vraie révolution. Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre de Cabache? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Je pense qu'il est indispensable de faire cette transformation en profondeur. Pendant une période d'été, ce qui est beaucoup plus simple à organiser. Permettez-moi de m'expliquer sur ce point. La question, c'est comment on fait. Il faut donc, oui, mais c'est d'abord, il faut d'abord exprimer une volonté, permettez-moi de le dire. Toujours comment on fait et pourquoi faire. Hein? Merci, bonsoir. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au phénomène Usul. Alors ce qu'on vient d'entendre, qui était assez humoristique, on rêve de débats sur la présidentielle, de cette teneur théorique et critique, mais ça montre aussi ce qu'on peut faire avec peu de moyens, puisque là c'est un détournement simplement du débat de la présidentielle, et ça demande des moyens techniques quand même plus limités que Usul, parce que moi effectivement je trouve que les vidéos d'Usul sont quand même, en termes de forme, hein, pas de contenu, mais en termes de forme au moins, le contenu c'est plus discutable et on en discute, mais en termes de forme c'est quand même très bien fait, quand même de très bons montages. C'est aussi pour ça que on se laisse un peu plus on baisse la garde un petit peu en termes de critique, parce que justement c'est très bien fait. Mais c'est vrai que le problème c'est que ça demande quand même pas mal de temps, pas mal de compétences. Lui il avait déjà les compétences puisqu'il faisait avant des vidéos sur les jeux vidéo en l'occurrence. Mais c'est vrai que il faut réfléchir à des moyens. Alors soit il faut se former pour faire d'aussi beaux montages, les faire peut-être collectivement, mais ça peut être aussi des choses plus simples comme ce montage qui prend pas énormément de temps, d'ailleurs qui est très réussi. Et effectivement il faut penser ces nouveaux outils, parce que effectivement c'est aussi une manière de faire réfléchir les gens, là par l'humour pour le coup, effectivement, que des gens qui défendent absolument le travail. Bon, on a déjà consacré pas mal d'émissions au travail, il n'y a pas besoin d'en reparler, mais des gens qui défendent fermement le travail en réalité se retrouvent à défendre le contraire. Et c'est une manière de détournement situationniste qui est quand même assez intéressant. On consacrera en 2017 quelques émissions, notamment avec toi, Sylvain, sur les situationnistes. Ouais, c'est un son intéressant parce qu'on voit que les hommes politiques affirment les choses avec beaucoup d'aplomb, beaucoup d'autorité, et que c'est bien de faire des détournements pour que ils utilisent cet aplomb et cette autorité pour attaquer le travail et promouvoir la révolution. C'est beaucoup plus grave exactement que travailler 39 heures à payer 35, effectivement. C'est ça. Et d'ailleurs, on renvoie aussi aux 3 autres vidéos qui ont été mises, notamment une où Jean-François Copé fait l'apologie de Marx, qui est Macron se déclare anti-industriel et où Sarkozy se dit contre le travail.
Alors justement, sans transition, la vidéo sur Besancenot. Donc Usul a consacré une vidéo sur Besancenot, candidat du nouveau parti anticapitaliste, la Ligue communiste révolutionnaire. Alors Usul, il faut savoir que il prend un ton un peu naïf chaque fois dans ses vidéos, mais on apprend que c'est un militant de la Ligue communiste révolutionnaire depuis l'âge de 15 ans. Alors sans doute il a fait une pause avant de de s'intéresser à nouveau à la politique. Ah ouais. Mais voilà, c'est donc un vieux routier du trotskisme. Et donc on comprend pourquoi il maîtrise parfaitement ce discours de gauche traditionnel. Et dans la vidéo sur Besancenot, il va faire une critique sympathique, indulgente de Besancenot, mais c'est pas exactement la même critique que l'on pourrait faire, puisque la critique que l'on fait de Besancenot, du nouveau parti anticapitaliste, c'est d'être effectivement cette cause du capital. C'est de ne pas affirmer, contrairement à Fillon et à Copé dans cet extrait, une rupture avec le travail, avec la logique du capital, avec l'exploitation, mais plutôt de valoriser un programme de transition, comme disent les trotskistes, un programme social-démocrate, si on lit les programmes au moment des élections, c'est-à-dire de nationalisation, d'interdiction des licenciements, qui est un programme finalement très étatiste et assez réformiste, de logique d'aménager le capitalisme plutôt que de le supprimer. Usul va pas du tout faire une critique sous cet angle-là, parce que ce réformisme, il le partage, et la critique qu'il va faire est assez étonnante, parce qu'il va faire une critique de Besancenot sous l'angle de la communication, avec des aspects intéressants, en critiquant l'élitisme, l'avant-gardisme, l'idéologie du sacrifice militant qui existe chez les trotskistes. Et c'est vrai que ça, ce ton de professoral que prennent les trotskistes est assez agaçant, ce côté très idéologique avec le jargon, le folklore, effectivement, ça on est d'accord pour le liquider. Que c'est pas très attirant. Que c'est pas très attirant, effectivement. Là où je suis un peu plus sceptique, c'est que on adopte des arguments de type marketing et qu'on me change, qu'il reproche à Besancenot aussi de ne pas être attirant parce qu'il est pas assez parce qu'il est trop radical et parce qu'il est trop internationaliste. Et notamment, il y a un passage assez problématique où il dit que les trotskistes font fi du marché des idées et de sa conjoncture, et notamment qu'ils ne reprennent pas à leur compte les idées de souveraineté nationale, et que le Front National, s'il a du succès et qu'il y a des gens qui votent pour eux, c'est parce qu'ils défendent l'État-nation et parce qu'ils sont contre l'Europe, alors que Besancenot, les trotskistes, la gauche radicale, eux, ils n'osent pas ouvertement défendre la souveraineté nationale. Voilà, donc c'est assez problématique parce que déjà, moi je ne défends pas la souveraineté nationale, je ne défends pas l'État, et que c'est pas quelque chose à défendre. Et puis surtout, est-ce qu'il faut s'adapter aux idées qui sont à la mode, y compris aux idées réactionnaires, étatistes, traditionnelles, etc., pour gagner des élections? Moi je ne pense pas. Et c'est vrai que du coup, c'est pas une bonne angle d'approche pour critiquer Besancenot. Oui, et puis surtout, c'est quand même un discours qui dit, voilà, il faut s'adapter à la conjoncture. Aujourd'hui, c'est le national qui est populaire, donc il faut parler de national, comme il y a 60 ans, il fallait parler de classe dans les partis de gauche staliniennes ou trotskistes, pour pouvoir, disons, être écouté de la classe ouvrière, sans qu'il y ait une analyse de pourquoi est-ce que ce discours du national porte, parce que les luttes sociales sont très affaiblies, le capitalisme a segmenté les classes dominées en un nombre de strates infini qui fait qu'il n'y a pas d'unité, même critique, un partage, disons, d'une condition commune qui ferait qu'il y ait un vecteur de mobilisation, le rapport de force est très mauvais, et presque on pourrait faire une analyse de classe du national, ça paraît moins risqué aujourd'hui de s'allier avec certaines fractions du patronat, disons le patronat national, le PME et tout ça, avec Marine Le Pen, ou de s'allier avec des bureaucrates de l'État, si on est plutôt côté front de gauche.
que de s'affronter tout seul ou de s'affronter juste entre prolétaires et quelques autres au système dans son intégralité. Et du coup, la critique de Usul, effectivement, on peut dire que effectivement les discours en termes de lutte sociale, de lutte des classes, de lutte anticapitaliste marchent beaucoup moins bien aujourd'hui. Mais il faut faire aussi une analyse. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pas juste se contenter de dire, comme aussi Aurélien Bernier, auquel tu as consacré une très bonne note de lecture, qu'on mettra dans les liens, qui lui symbolise effectivement ça, c'est-à-dire cette idée que la gauche doit s'aligner sur la conjoncture, et notamment après que le Front National ait piqué des idées à la gauche nationaliste, il faudrait que la gauche nationaliste pique des idées au Front National. Ou, disons, récupère, entre guillemets, des idées que le Front National lui avait piquées. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une mauvaise idée, que l'idée de souveraineté nationale contre les marchés internationaux, qui est évoquée, portée par l'UFM, par Natacha Polony, et aussi par Pierre Bourdieu. Et par Pierre Bourdieu. Parlait quand même dans Contre-feu 2, je pense que là c'est tout le point aveugle de toute cette critique, qui disait qu'il fallait mettre l'État dans un mouvement social européen. Qui a déjà vu l'État participer à un mouvement social? Moi je le demande historiquement, on le voit dans les mouvements sociaux, mais plutôt de l'autre côté des mouvements sociaux. Alors après Bourdieu va dire, oui mais il y a la main droite et la main gauche, oui mais c'est la même personne, la main droite et la main gauche a priori. Donc du coup... Tout à fait. Et même quand Usul critique l'État, la police dans sa dernière vidéo, il ne critique pas l'État, il critique uniquement la dimension policière de l'État. Et c'est vrai que c'est problématique dans les mouvements sociaux, où on voit qu'il y a cette pensée-là qui est très influente, où les mouvements sociaux ne doivent pas être orientés vers des perspectives de rupture avec le capitalisme, mais doivent juste interpeller l'État pour défendre les services publics, par exemple, pour interdire les licenciements, pour je sais pas quel motif, etc. Mais on est très souvent plus dans une interpellation de l'État à demander à intervenir davantage, plutôt qu'à essayer d'ouvrir des perspectives d'élargissement du mouvement, d'élargissement des luttes pour supprimer l'État et le capitalisme. Surtout que là, ça devient assez urgent, puisque en Grèce, c'est justement du fait que les luttes, surtout autour d'Athènes, au lieu d'être en franche rupture et de commencer à s'auto-organiser, puisque de toute façon il y avait quasiment plus rien. C'est une analyse qui est dans La cigarette sans cravate de Théocome. Disons, au lieu, voilà, le capital ne nous apporte plus rien et l'État non plus, prenons-nous en main. Il y a eu tout cet appel de la petite bourgeoisie et de la gauche étatiste, de Syriza, à dire mais non, on va, même si peut-être que ça s'est pas passé exactement comme ça, mais disons ça a été les solutions radicales, n'allons même pas explorer, et plutôt allons à la conquête de l'État. Vous verrez, on arrivera à négocier, puis évidemment, ils n'ont rien réussi à négocier, et du coup, là, c'est la merde, et ça va s'enfoncer lentement. Et c'est vrai que ça, c'est un discours, moi, je dis toujours que le discours du réformisme, je peux le comprendre en phase de croissance du capitalisme. Bon, le capitalisme porte ses fruits, on peut en partager, on peut avoir certains avantages matériels, etc., une amélioration des conditions de vie. En temps de crise, paraît beaucoup moins entendable, puisque le réformisme ne peut plus rien obtenir comme réforme. Il n'arrive même pas à interdire des réformes qui vont vers le pire. Donc, Alors il peut obtenir le salaire à vie. Parce que on va pas développer l'émission, mais Usul a fait une vidéo sur Frio, et donc, alors Usul en partie prend en compte le fait que le retour au plein emploi, par exemple, grand mot d'ordre de la gauche et de l'extrême gauche, de retourner au plein emploi, au CDI pour tous, ne tient pas la route. En revanche, il y a d'autres formes de rustines qui peuvent être mises sur un système à bout de souffle, dont le salaire à vie, mais bon, je sais pas si ça vaut le coup de critiquer à nouveau. C'était une forme d'encadrement de l'exploitation sans supprimer du tout les conditions qui font qu'on est exploité, et que ça consiste toujours à bosser, à faire des boulots qui servent à rien. Voilà, à vie. À vie. Bon, je sais pas si c'est plus réjouissant.
Ensuite, il y a effectivement dans cette vidéo sur Besançon, on voit un glissement on va dire des références du nationalisme de gauche, en inculquant à la fois des trucs de Bernard Friot qui n'en sortent pas, et aussi des références comme celle du Parti des indigènes de la République, de discours un peu en termes de race, etc. Et il va reprocher aux Besançonnais à la fois de ne pas soutenir assez la nation et de ne pas assez critiquer la République, ce qui pourrait sembler assez contradictoire. Ensuite, il y a une petite vidéo aussi sur les jeunes, qui s'appelle Les Jeunes, alors qui a été créé en 2015, quand il y avait ce clip des Enfoirés, en 2015, où il y avait un clip qui montrait une jeunesse d'un côté, et puis les vieux, les baby-boomers, des enfoirés, qui reprochaient aux jeunes de ne pas se retrousser les manches, d'être trop paresseux, de ne pas savoir se démerder, etc. Quand on voit la tronche des enfoirés, on se dit vraiment c'est ironique. Oui, c'est vrai que c'est peut-être ironique, mais bon, c'est vrai que c'était assez surprenant comme clip, ouais. Et donc, Usul va prendre la défense des jeunes, d'autant plus qu'il dit lui-même que c'est son public. La génération Y des 15-35 ans, voilà. Et donc, il va faire une critique un peu du fait que les entreprises reprochent aux jeunes de ne pas s'intégrer au monde de l'entreprise et aux logiques marchandes de rentabilité, de compétitivité, etc. Voilà. En revanche, moi je trouve que dans cette vidéo, il y a des choses intéressantes, notamment l'idée de s'appuyer sur un nouveau langage, une nouvelle culture populaire pour renouveler le discours de la critique sociale. Mais il y a un côté quand même très jeuniste qui valorise la jeunesse et les formes un peu alternativistes de mouvement social, notamment, il dit, voilà, la révolution ne prendra pas les formes précédentes, ça viendra des réseaux et des zones à défendre. Donc je ne sais pas si une révolution peut partir de notre noble land, en tout cas ce sera peut-être pas une révolution internationale, mais voilà, il y a quand même cette forme d'illusion de parler de réseaux, de micro-résistance et d'en faire l'apologie. Et aussi d'une approche très générationnelle, alors que je pense que pour faire une révolution mondiale, il ne faudra pas uniquement la jeunesse, et encore moins juste la jeunesse des pays occidentaux, et que ce sera l'ensemble des exploités qui devront y participer. Alors ensuite, vidéo assez sur un sujet très épineux, qui est consacré à Elisabeth Lévy. Alors Elisabeth Lévy est évidemment un prétexte, parce que c'est une polémiste sans grand intérêt, encore moins connue que Finkielkraut, Zemmour et autres. Oui, d'ailleurs, je la connais même pas. Voilà, tu ne gagnes rien à la connaître. C'est la rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Causeur. Ah. Voilà, c'est clair, la droite dure, l'extrême droite, voilà, qui n'intéresse pas grand monde. Donc, la vidéo s'ouvre sur une citation d'Elisabeth Lévy qui intervient dans un débat en disant, voilà, aujourd'hui, avec l'islam, il n'y a plus de cochonaille au pot de départ. Voilà, donc chacun ses indignations. Et donc, dans cette vidéo, Jules est très bon. Mais non, c'est une attaque des véganes. C'est peut-être une critique des véganes. Non, je rigole. En plus des musulmans. Et donc, l'Usul est très bon, évidemment, comme à chaque fois, sur la critique des médias, la critique des discours dominants, y compris la critique d'un certain discours républicain qui existe à gauche, chez Mélenchon notamment. Voilà, et y compris des SOS Racisme. Je passe un bon moment de la vidéo à décortiquer la stratégie de récupération des SOS Racisme, qui va récupérer la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983. Au profit du PS. Au profit du PS, évidemment. Le seul problème, moi, qui me dérange, c'est que l'approche est très proche de celle du Parti des indigènes de la République. C'est une approche très en termes d'analyse raciale. Et je pense que les luttes de l'immigration ne se sont pas toujours exprimées dans ces termes-là, qu'ils ne parlent pas vraiment des luttes de l'immigration, d'ailleurs, ils parlent juste de l'épisode récent par rapport au foulard et à l'islam à l'école. Et là, je pense qu'il y a, alors c'est peut-être une méconnaissance ou autre, parce qu'il existe des vidéos sur Internet, il y avait l'agence Immédiat
qui est plutôt maoïsante, mais qui a fait un travail de vidéo sur les luttes de l'immigration des années 70, surtout des années 80, les grèves à Talbot-Poissy, etc., les luttes des sans-papiers également. Et que malheureusement, parler des luttes de l'immigration uniquement à travers des universitaires du Parti des indigènes de la République pose problème. Déjà parce que c'est une captation. Alors Usul est beaucoup sur le clivage entre blancs et racisés. Pour moi, le clivage, il est entre est-ce que ce sont les gens qui luttent, qui s'expriment directement à travers leurs propres médias et à travers leurs propres mots et leurs propres discours, ou est-ce que ce sont des universitaires? Et là, ce clivage-là, Usul l'occulte totalement, puisqu'il donne la parole uniquement à des universitaires. Il se réfère même à Edouard Saïd, qui est quelqu'un qui a une approche très culturaliste qui va critiquer l'orientalisme, etc., et donc s'intéresser beaucoup à la culture, à l'imaginaire, etc., et très peu aux luttes concrètes. Oui, effectivement, c'est un professeur de littérature comparée, donc c'est intéressant ce qu'il dit, effectivement, mais c'est pas très matériel, c'est pas trop centré sur les luttes, effectivement. Voilà, et c'est un peu un biais qui se retrouve dans beaucoup de vidéos d'Usul, mais là, c'est particulièrement criant parce qu'il évoque un sujet dans lequel il y a eu des luttes. Les luttes de l'immigration en France ont été fortes à une époque qui existe toujours. Même le mouvement de l'immigration et des banlieues un peu plus récent n'est même pas mentionné. Ce qui est mentionné, c'est vraiment l'hyper contemporanéité, c'est-à-dire urgence en police assassine, et Amal Bentoussi, sa porte-parole. Voilà. Mais pas vraiment les luttes qui existent dans les quartiers, sur le terrain, etc. Et donc là aussi, c'est assez problématique. Il y a juste un passage d'une personne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Maboula Soumaoro, qui est apparemment proche du Parti des indigènes de la République, et qui va, dans un débat avec Elisabeth Lévy, va avoir cette phrase intéressante, puisqu'Elisabeth Lévy, Finkielkraut disent oui, mais l'Occident, quand même, notre force, c'est qu'on arrive à s'autocritiquer et qu'on critique leurs limites, et elle va répondre oui, mais l'autocritique de l'Occident, elle naît des luttes et de la contestation. Et je pense que ça, c'est une phrase assez importante et assez centrale. Et c'est vraiment dommage que justement la vidéo ne parle pas davantage de ces luttes et de ces contestations, que ce soit dans les pays colonisés, les luttes anticoloniales, ou que ce soit les luttes de l'immigration, par rapport aux travailleurs immigrés, contre les violences policières, etc. Et puis ensuite, référence très gênante, là, c'est assez craignos, c'est Ouya Boutelja, qui dit qu'il faut éduquer le reste de la société, c'est-à-dire les Blancs, voilà. Alors moi, je pense pas qu'il faille éduquer grand-chose, et qui se centre, le combat du Parti des indigènes de la République, c'est là qu'on voit toutes leurs limites, c'est d'écrire les livres d'histoire. C'est un peu les mêmes préoccupations que François Fillon et Nicolas Sarkozy, qui disent qu'on ne parle pas assez des Gaulois, ou Ouya Boutelja dit qu'on ne parle pas assez de l'esclavage et de la colonisation. Évidemment, personnellement, je pense que c'est plutôt Ouya Boutelja qui a raison, et qu'on parle beaucoup plus des Gaulois que de la colonisation et de l'esclavage. Maintenant, la société, elle se change pas uniquement à travers les manuels d'histoire, mais aussi à travers les luttes. Et que la question, c'est pas juste d'écouter les noms blancs, les lire et apprendre, comme le propose Usul, c'est de soutenir les luttes sociales, de se solidariser, de créer une solidarité de classe avec les luttes des immigrés, avec les luttes dans les quartiers populaires, de soutenir l'autonomie de ces luttes, et de considérer aussi que ces luttes savent s'organiser par eux-mêmes et élaborer elles-mêmes leurs réflexions, et n'ont pas besoin d'universitaires quelconques, que ce soit le pire ou autre, pour exprimer leur propre réflexion. Voilà. Même si d'un autre côté, effectivement, une réflexion sur ces questions-là, ça demeure quand même intéressant, mais c'est vrai que peut-être que avec certains auteurs sont plus intéressants que d'autres, notamment l'énorme limite de Ouya Boutelja, c'est, on l'a dit dans une autre émission, c'est d'une part que elle ne va critiquer que le système colonial et raciste, et pas les autres systèmes de domination dont elle va carrément d'ailleurs se fiche. Et d'autre part, le fait que même si elle prétend critiquer le système raciste et colonial, elle va en reprendre certains des concepts qu'elle va réutiliser de manière essentialiste. C'est-à-dire plutôt que de penser l'auto-abolition par un mouvement révolutionnaire de
la condition d'indigène entre guillemets, enfin plutôt de post-indigène pour le coup, puisqu'on est dans une époque post-coloniale, elle va plutôt affirmer une espèce d'essence, de culture, de sujet colonial. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais effectivement, c'est quand même deux limites très importantes. Et effectivement, pour aborder ces sujets-là, je pense qu'il y a quand même d'autres théories qui sont plus intéressantes que celle de Rouya Boutedja. Et en termes aussi des références, alors j'en ai pas parlé précédemment, parce que c'est un rappeur, un artiste qui s'appelle Kerry James, où la vidéo se termine par Kerry James, alors que c'est une lettre à la République, où il dénonce effectivement l'esclavage et la colonisation menée par la France. Le seul problème, c'est que Kerry James est un rappeur très moraliste, qui par ailleurs a des idées, bon, quand il critique l'esclavage et la colonisation, c'est plutôt pas mal, et donc cette chanson, c'est un peu moraliste, pleurnichard, mais il n'y a rien de vraiment scandaleux là-dedans, hein. Tout ce qu'il dit est juste et intéressant. En revanche, il a fait d'autres chansons, notamment une qui s'appelle Bon Gueusard, qui est ultra moraliste, mais dans le sens plutôt républicain, plutôt libéral, puisqu'il incite la jeunesse des quartiers à se prendre en main. Et lui, il dit « Je ne veux pas brûler des voitures, je veux en produire puis en vendre. » Ce qui résume... l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat. Déjà, on stigmatise les gens qui brûlent des voitures et qui font des émeutes, ils n'ont rien compris, ils ne savent pas pourquoi ils se révoltent. Et puis ensuite, c'est l'apologie du capitalisme, du commerce, et de la compétition, de la rentabilité, et de rentrer dans le monde. Alors évidemment, c'est pas cet extrait que Usul va citer, mais je trouve quand même un peu gênant de se référer uniquement à Kerry James. Il y a dans le rap français des gens là aussi plus intéressants que Kerry James pour faire une critique du colonialisme, de l'esclavage. Il y a des groupes comme La Rumeur, comme Kazé et d'autres que je connais pas sans doute. Et que je pense que bon voilà, ça demande un travail de recherche un peu plus intense sans doute, mais je pense qu'on n'était pas obligé de se référer à ce type de personnages qui sont totalement vendus à l'idéologie républicaine par ailleurs. Voilà. Ensuite, une autre vidéo qui concerne la pensée 68, alors qu'il y a une vidéo qui va là aussi se saisir de images médiatiques après les attentats terroristes de 2015, début janvier. Valls va dire on va pas excuser le terrorisme, non, expliquer les causes des attentats, c'est les excuser. Voilà. Donc ensuite, tout ça va être une défense de la sociologie, en partie pour des bonnes raisons, puisque la sociologie peut être un des outils, pas le seul à mon avis, mais peut être un des outils pour comprendre un peu les déterminismes sociaux, d'expliquer les conduites sociales par rapport aux origines sociales, au contexte social, etc. En revanche, c'est une apologie de la sociologie en tant que science, du structuralisme même, voilà. Et c'est extrêmement problématique. Moi aussi, ce qui m'a posé problème, c'est, mine de rien, de reprendre l'expression de Luc Ferry et d'Alain Renaud, de la pensée 68, pour parler du structuralisme. Alors, il montre un extrait de ces deux philosophes, plutôt de droite, qui démolissent, bien de droite, qui démolissent la pensée 68, et ils associent la pensée 68 à la French Theory, à Lacan, Foucault, Bourdieu, Derrida, Deleuze, etc. Et pour moi, la pensée 68, c'est quand même pas ça, parce que ces gens-là n'avaient aucune influence en mai 68. Et bon, si tant est qu'il y ait des théories qui mettent des gens dans la rue, ces théories-là, c'était plus les revues comme Noir et Rouge, comme Socialisme ou Barbarie, comme International Situationniste, c'est-à-dire un marxisme qui critiquait la bureaucratie, qui critiquait les institutions, les formes d'autorité, voire même... La morale, la famille. La morale, la famille, voilà. Et c'est plus ça que l'espèce de structuralisme enfermé dans l'université, qui critiquait pas grand-chose au final. Enfin, moi, j'ai du mal à voir ce qu'il y a d'intéressant chez Foucault, chez Lacan ou chez Derrida, même chez Bourdieu. Qui se sont pas particulièrement soulevés en 68. Non, pas du tout. Les gens qui étaient dans la rue n'ont pas lu leurs livres, et eux-mêmes ne sont pas du tout intéressés à ce qui se passait dans la rue à ce moment-là. Donc je pense que c'est... Ferry et Renaud ont essayé de s'attaquer au courant structuraliste. Ils n'ont appelé pensée 68 pour faire un peu plus vendeur que la pensée structuraliste. C'est sûr que ça marche mieux. Mais voilà, c'est pas du tout des pensées qui sont liées aux luttes sociales.
Et mine de rien, bon, la sociologie a beaucoup de limites, et tu en parlais tout à l'heure à propos de Bourdieu. La critique de l'État est pas forcément extrêmement subtile dans les écrits de Bourdieu. Voilà. Même s'il y a consacré un énorme livre qui s'appelle Sur l'État, et qui est assez décevant, puisqu'on en ressort avec cette impression bizarre que l'État, c'est une structure de domination, mais bon, c'est quand même bien pratique parce que du coup, tous les anarchistes peuvent se donner rendez-vous vu qu'ils ont la même heure. Bon, très bien. Si l'État permet de fixer les horloges, c'est formidable. Ensuite, chez Bourdieu, il y a un côté, au-delà de la défense de l'État, il y a un côté défense de la sociologie, pas en tant que discipline uniquement, mais en tant que moyen d'émancipation. Et Usul partage un peu ça, parce que Usul considère que vulgariser la sociologie, c'est super important, parce que quand les gens auront compris ce que dit Bourdieu, ils pourront s'émanciper. Et c'est l'idée quand même, la vieille idée, que l'émancipation vient uniquement du savoir, de la théorie, etc. Je pense que la théorie peut être un élément de clarification, mais il ne faut pas oublier que le savoir aussi se produit dans les luttes, que les gens qui n'ont pas forcément d'idéologie ou même de connaissances sociologiques peuvent très bien se révolter, développer une réflexion, y compris une réflexion collective, par des rencontres, des discussions, etc. Et que l'idée que c'est des sociologues comme Bourdieu et même des vulgarisateurs, en apportant le savoir qu'on s'émancipe, je pense que là, ça a aussi pas mal de limites. Surtout qu'en l'occurrence, c'est des savoirs qui sont complètement déconnectés des luttes. Ouais. Dieu, c'est pas quelqu'un qui était dans les luttes. Hein. Non, pas vraiment. Il a été un peu dans l'altermondialisme. À la fin. Voilà, il est allé voir José Bové, etc. Mais bon, même ce qu'on peut dire que ça, ce sont des luttes ou plus une pitrerie altermondialiste, je sais pas. Bah, si l'État devait participer au mouvement social... C'est vrai que là, on est... ouais. Voilà. Alors ensuite, bon, pour conclure, là aussi, c'est une vidéo qui est la dernière, qui est assez intéressante, sur les flics, où moi, ce que j'ai apprécié dans cette vidéo, c'est de dire un peu ce qu'on apprécie dans l'évolution et dans le contenu des vidéos, c'est la critique du citoyennisme, du Front de gauche, de Nuit debout, d'Osons causer, même un autre youtubeur avec qui Usul a fait la fameuse vidéo d'appel au 9 mars. On vaut mieux que ça. Et donc il critique de manière confraternelle son ami d'Osons causer sur l'illusion comme quoi il y aurait des policiers gentils, comme quoi la police nous protège à de certains moments, mais sauf dans les mouvements sociaux, quand même, ils nous répriment parce qu'ils ont des ordres de la part des politiques qui les obligent à nous donner des coups de matraque. Bon, Usul démontre très bien tout ça. Et c'est appréciable. Et c'est appréciable, effectivement, parce que c'est assez rare, y compris dans la gauchosphère, y compris dans la gauche traditionnelle. En revanche, effectivement, moi j'ai le sentiment qu'il ne critique pas l'État en tant que tel, il critique uniquement la main droite de l'État, l'aspect répressif, que l'école, les administrations, les services sociaux ne sont pas critiqués, que... ça viendra. Ça viendra peut-être un jour, ne désespérons pas. S'ils nous écoutent. Voilà, comme disait le groupe La Rumeur, le groupe de rap La Rumeur, la meilleure des polices ne porte pas d'uniforme, et que critiquer les policiers en uniforme, c'est absolument indispensable et salutaire pour éviter les discours pacifistes, non violents, même de la CGT Police, et de la CGT, de la direction de la CGT qui n'a pas pris position, finalement, qui n'a même pas arbitré entre la CGT Infocom, qui avait fait une affiche pour dénoncer la répression, et la CGT Police, qui distribue des tracts en disant la mission de la police, c'est pas uniquement de taper sur les manifestants, on doit aussi taper sur les Noirs et les Arabes. Et ça, je pense qu'il fait une bonne critique de ça, que effectivement la police, dans les quartiers populaires, a un rôle d'oppression, multiplie les contrôles d'identité, les arrestations, le harcèlement, et qui montre bien tout ça, dans cette vidéo en tout cas, et que derrière l'idée de la République, il y a aussi cette vision policière et autoritaire de la République. Voilà. Ensuite, bon, pour faire quand même une divergence avec Usul et avec les gens auxquels il se réfère, notamment Didier Fassin, le sociologue. Force de l'ordre. La force de l'ordre, voilà. Didier Fassin
sociologue sans doute très intéressant sur la police et sur le fonctionnement interne de la police. De la BAC en l'occurrence. De la BAC, voilà. En revanche, le rôle politique de la police est un peu sous-estimé, puisque dans cette vidéo, il montre même Mathieu Rigouste, qui fait des travaux assez intéressants. Et dans cet extrait, Mathieu Rigouste dit la police, c'est pour protéger l'oligarchie. Bon, évidemment, c'est pas uniquement ce que dit Mathieu Rigouste, mais c'est... Peut-être que c'est à la télé qui dit ça. C'est à Ce soir ou jamais, l'émission de Tadei, voilà. Comme quoi, Ce soir ou jamais, c'est dangereux, hein. On dérape beaucoup, Ce soir ou jamais. Ouais, parce que sinon, Mathieu Rigouste, il parle plutôt de classe, mais là, il parle d'oligarchie. Et je pense que dans cette approche de critique de la police, même en termes de post-colonial, parce que je vais se rapprocher de ces mouvements-là, de dire que la police est... Mathieu Rigouste le dit aussi, la BAC est issue de la colonisation, ce qui est vrai factuellement. Ensuite, moi j'ai plutôt tendance à considérer que la police est présente dans les quartiers populaires, pas uniquement parce que ce sont des racisés et que ce sont des populations issues des anciennes colonies, mais parce que le rôle de la police, c'est de contrôler les classes populaires. C'est pas uniquement de protéger l'oligarchie. Classe laborieuse, classe dangereuse. Voilà, exactement. On a dit de Louis Chevalier, qui disait, voilà, que les classes populaires sont un danger, et on voit aujourd'hui dans les quartiers, à chaque fois qu'il y a un crime, pas à chaque fois malheureusement, mais récemment, après la mort d'Adama Traoré, il y a eu des émeutes dans les quartiers, il y a eu de fameuses émeutes en 2005 après la mort de Ziad Ebouna, et que ce sont des poudrières, que la présence de la police est aussi là pour un peu encadrer, canaliser les poudrières, faire peur et faire taire les classes populaires, et que l'enjeu c'est aussi ça. Et je pense que c'est pas suffisamment mis en évidence par cette vidéo. Et d'ailleurs, on renvoie à l'émission qu'on a faite sur le maintien d'ordre, qui aborde ces questions-là d'une manière effectivement un peu différente de la vidéo d'Usul, qui peut, même si effectivement la vidéo d'Usul, disons pour des gens qui sont dans un citoyennisme naïf, ça va déjà faire du bien parce que ça évitera de devoir se retaper des débats sur oui, mais il y a des gens qui fliquent, alors que ce qui est fait, c'est une analyse structurelle. Voilà, les individus, effectivement, ils existent, et le but, c'est pas de les liquider physiquement, mais c'est d'abolir la structure qu'ils défendent, qu'ils représentent, en l'occurrence. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, le public qui a suivi Usul pour Friot et pour Lordon, était pas trop sur ces positions-là. Voilà, effectivement, et c'est intéressant que Usul se prenne position un peu plus clairement contre la police. Voilà. Ensuite, il y a eu une critique, j'ai eu sur un site qui s'appelle État d'exception, qui est assez pertinente de cette vidéo, notamment. Alors État d'exception n'a pas la même approche. Partage la même approche qu'Usul, mais pas la mienne, c'est-à-dire une approche en termes de racialisation. Voilà. Ils voient la société uniquement à travers ce prisme-là. En revanche, c'est vrai qu'ils disent que la vidéo d'Usul donne beaucoup la parole à des universitaires. À des universitaires blancs, c'est ce qu'ils rajoutent. Moi, je dirais, alors je ne vais pas défendre Usul, mais Usul, dans la vidéo sur Elisabeth Lévy, donne pas uniquement la parole à des universitaires blancs, puisqu'il donne la parole à Ouria Boutelja et à Maboula Soumaoro, donc qui sont des universitaires du Parti indigène de la République. Le problème pour moi, c'est pas que ce soit des blancs, c'est que ce sont des universitaires. Voilà. Et état d'exception, on met trop sur l'approche raciale. En revanche, le site d'état d'exception souligne bien que la parole n'est pas donnée aux luttes sociales et que Usul a une vision du mouvement social qui est très classique et institutionnelle. Pour lui, le mouvement social, c'est la gauche. C'est le front gauche, c'est le parti, c'est les syndicats. Et tout ce qui est émeute spontanée, tout ce qui est révolte populaire spontanée, en dehors de ces cadres-là, même lutte dans les quartiers, etc., pour lui, ça fait pas forcément partie du champ du mouvement social. Mmh. Et du coup, ce qui pose problème, plutôt, c'est la répression du coup des manifestations officielles, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, c'est normal, on se politise comme on peut. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont politisés, qui sont radicalisés avec la répression dans les manifestations contre la loi travail, qui ont vu vraiment ce qu'était le vrai visage de la police,
qui se sont qui sont dit bon, ben, on va arrêter d'embrasser les flics comme Renault. C'était pas forcément la meilleure chose à faire. Ou de faire des sit-ins. Voilà, ou faire des sit-ins ou distribuer les tracts de la CGT Police aux flics. C'est pas forcément très bien reçu. Parce qu'ils lisent plutôt les tracts de FN Police. Voilà, c'est vrai que la CGT Police est un peu groupusculaire dans ce corps de métier. Mais, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a cet aspect-là. En revanche, je pense que c'est bien de parler des révoltes spontanées, des luttes sociales, des luttes de classe. C'est vrai que Jules en parle très peu. Il a une approche assez classique, assez universitaire, assez monde diplomatique, on va dire. On parle éventuellement des personnes respectables, des hommes politiques, des responsables associatifs, des intellectuels reconnus, des universitaires, et très peu des mouvements de lutte, des mouvements de révolte, plus spontanés, plus sauvages, voilà, plus autonomes aussi, qui s'organisent par eux-mêmes, en dehors des partis, en dehors des syndicats. Et pourtant, on peut trouver des vidéos sur Internet de ces mouvements-là, ça existe. Il y a même le film Les Lascars du Lep, il y a les vidéos de l'agence Inmédia, il y a, si on veut montrer des luttes des classes populaires, ça existe. Je pense que c'est un peu le biais qui me dérange le plus. Ça va être sa prochaine vidéo. Espérons. Parce que c'est le biais qui me dérange le plus, c'est que ça correspond à une période de dépolitisation totale. C'est-à-dire entre 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mouvements sociaux d'ampleur. Il y a eu des luttes locales dans des entreprises, évidemment, dans des quartiers populaires, etc. Il n'y a pas eu de mouvements sociaux d'ampleur comme le mouvement du printemps 2006 contre la loi travail. 2016, tu veux dire 2016, oui. Parce qu'il y a eu 2006 aussi. Hein. Il y a eu 2006, le CPE, mais effectivement, entre 2006-2010, il y a eu une contestation importante dans la jeunesse scolarisée. Mais là, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de lutte sociale et que les gens se politisent de plus en plus sur Internet, en voyant des vidéos, et très peu dans les luttes, les rencontres, voilà. Beaucoup par les indignés, les constituantes et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu un fort mouvement citoyenniste, en fait. Hein. Tout à fait, ouais. Moi j'ai vu des gens qui, au lieu de partir en manifestation, faisaient des ateliers pour écrire la Constitution. Donc ce qui est totalement délirant, totalement hors sol, qui ne sert à rien. On peut réécrire la Constitution là sur Radio Libertaire, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est davantage que les réflexions théoriques soient reliées aux luttes sociales. Et qu'il y a un mouvement d'aller et retour, c'est-à-dire que les luttes sociales permettent d'inventer de nouvelles théories, que les théories se nourrissent également de ce qui se passe dans les luttes sociales, mais par cette déconnexion totale qui fait qu'il y a des phénomènes comme Bernard Friot, Frédéric Lordon, le Parti des indigènes de la République, qui sont totalement déconnectés de la moindre lutte. Et les références d'Usul... Comme la politique classique, en fait, d'une certaine façon. Comme la politique institutionnelle, traditionnelle. Qui ne peut que instrumentaliser de loin, essayer de récupérer et tout ça. Mais on peut dire que le succès du Front de gauche s'est fait en partie là-dessus, puisque contrairement au NPA qui avait un discours un pied dans les institutions, un pied dans les luttes, on sait où ça finit, ça finit à être totalement dans les institutions, mais disons, ils avaient ce discours. Le Front de gauche, c'est quelqu'un qui est sénateur depuis l'âge de 35 ans, et qui ne s'intéresse absolument pas aux luttes sociales, et qui s'intéresse davantage aux manœuvres, aux alliances, aux échéances électorales, etc. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment tout ce qui relève des luttes sociales est passé sous silence par toute la gauchosphère, par tous les mouvements traditionnels de la gauche, par le monde diplomatique, par Acrimel, etc. Tous ces gens-là ne s'intéressent absolument pas aux luttes sociales, si ce n'est les mouvements sociaux traditionnels avec des partis et des syndicats. Oui. Tous les mouvements autonomes sont passés sous silence. Bah, je pense que du coup, c'est une bonne conclusion. Donc du coup, évidemment qu'il y a des éléments intéressants, que Usul d'aujourd'hui n'est pas le Usul d'il y a quelques années, qu'il y a eu quand même une progression en termes de critique de la société existante. Il y a un format
qui est agréable, qui est intéressant et dont on peut s'inspirer, même si, bon, ça demande quand même pas mal de compétences techniques, mais c'est sûr que pour lutter contre la vague de l'extrême droite, ce genre de montage peut être, à mon avis, assez puissant. Mais d'un autre côté, il en reste pas moins un certain nombre de critiques qu'on peut légitimement lui faire et qu'on a essayé de poser tout au long de cette émission. Et donc on retrouvera Sylvain dans une émission où on fera une expérience de pensée collective, bon évidemment principalement à visée ludique. Et si Mélenchon gagnait en 2017, quel merveilleux gouvernement altercapitaliste nationaliste nous aurions. Et ça promet d'être une franche rigolade. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.